Bonjour. Moi, je suis assistante de recherche clinique dans l'unité médico-chirurgicale de l'hôpital Necker de chirurgie cardiaque je m'occupe des patients qui ont d'hypertension artérielle pulmonaire et je vais vous présenter aujourd'hui le POTS percutané. Je ne pourrai commencer cette session sans vous faire un petit rappel, même si ce n'est pas forcément nécessaire, et je m'en excuse, sur l'HTAP, c'est-à-dire l'hypertension artérielle pulmonaire. En fait, il y a l'écran devant qui clique et c'est assez perturbateur. Alors, qu'est-ce que c'est l'HTAP? C'est une maladie rare, de diagnostic difficile, rare parce qu'il y a à peu près 300 familles, moi je ne parle que de la pédiatrie, il y a environ 300 familles qui sont connues en France, de diagnostic difficile parce que le diagnostic peut avoir lieu à tout âge de la vie, aussi bien en pédiatrie, mais aussi à 70-80 ans. Dans ces cas-là, il faut savoir qu'en pédiatrie, ce sont les cardiologues qui s'occupent des patients ayant d'hypertension artérielle pulmonaire, et pour l'âge adulte, ce sont les pneumologues. Alors, diagnostic difficile parce que souvent, les premiers symptômes de ces enfants sont un essoufflement à l'effort, et le diagnostic premier d'un essoufflement à l'effort, c'est l'asthme, et ils sont traités pendant plusieurs mois pour ce problème. Et puis, voilà, le diagnostic n'est pas posé. L'enfant peut très bien arriver avec son diagnostic d'asthme qui est remis en HTAP quand il voit un cardiologue. Ou sinon, malheureusement, la maladie peut progresser. Dans ces cas-là, le diagnostic se fait lors d'une syncope ou lors d'un malaise. Alors, là, vous avez donc un schéma normal. Nous, en cardiologie, il faut bien savoir qu'on voit essentiellement des patients ayant une HTAP due à des malformations cardiaques, une HTAP idiopathique, c'est-à-dire sans cause retrouvée, ou une HTAP héritable, c'est-à-dire à l'heure actuelle, nous avons 5 gènes de l'HTAP, et donc c'est une mutation de ces 5 gènes. Donc là, j'ai pris le dessin d'un cœur normal. Et dans un cœur normal, vous avez bien sûr le ventricule gauche qui travaille à haute pression, le ventricule droit qui travaille à basse pression. Si on prend une coupe des artères pulmonaires, voilà, vous voyez qu'il y a une paroi qui est peu épaisse et une très très grande lumière qui permet donc à votre ventricule droit, qui lui est à basse pression, d'éjecter tranquillement le sang et tout va bien. Et puis en fait, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, pour une cause connue ou inconnue, vous avez une hypervascularisation de vos parois, mais ceci jusqu'aux alvéoles, qui fait que votre ventricule droit, qui est sous ces artères pulmonaires, pour assurer un débit constant, est obligé de travailler, donc il est de plus en plus contraint, et pour ce faire, il va se dilater. Et si on prend une coupe des artères pulmonaires d'un patient qui a de l'hypertension artérielle pulmonaire, vous voyez, il y a une paroi qui est très épaisse et donc une lumière qui est diminuée. Alors, les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire, il faut savoir qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de traitement, c'était 80% de mortalité à 5 ans au moment du diagnostic. Il y a eu des traitements qui sont arrivés, donc on a les patients qui sont en mono, trithérapie. Mono-bithérapie, c'est avec Traclyr, Revatio. Trithérapie, c'est un traitement très contraignant puisqu'il faut un cathé central avec le Flolan ou sinon c'est sous-cutané continu. Les patients reçoivent le traitement mono-bitrithérapie suivant la classe fonctionnelle dans laquelle ils arrivent. Pour nous, cette classe fonctionnelle est très importante parce que ça va faire évoluer le traitement ou pas. Le but du traitement, en fait, est d'améliorer leur qualité de vie et que nos patients soient dans une classe fonctionnelle entre 1 et 2. Donc, les enfants qui arrivent avec une syncope, ils sont obligatoirement en classe fonctionnelle 4, la plus haute classe fonctionnelle, et dans ces cas-là, ils sont en trithérapie. Et à aucun moment, ils ne pourront revenir en bithérapie. Vraiment, on a mono-bitrithérapie et pas de retour possible parce que on sait que c'est une maladie à évolution et quand on a des enfants qui sont bien sous trithérapie, on ne prend pas le risque de leur enlever le cathé central ou le traitement sous-cutané.
Et puis, ben, malheureusement, il y a des enfants qui continuent malgré ce traitement, hein, qui n'est pas du tout pour guérir la maladie, mais pour améliorer leur qualité de vie. Et ben, malgré tous ces traitements, il y a des enfants ben, qui n'y arrivent pas et qui continuent à progresser dans la classe fonctionnelle. Et quand ils sont en stade 3 ou 4, on est obligé de leur proposer une alternative chirurgicale, qui est le POTS chirurgical ou la greffe pulmonaire ou cardiopulmonaire. Et nous, dans notre centre, ben, en pédiatrie, on ne fait pas de greffe. Alors, le POTS chirurgical, qu'est-ce que c'est? Eh ben, alors voilà. C'est en fait faire une anastomose entre l'aorte descendante et l'artère pulmonaire gauche afin de faciliter l'éjection du sang par le ventricule droit. Vous avez votre ventricule droit qui est en bas, qui est hyper contraint, et pour le soulager, la seule solution, ben, c'est faire un trou pour que effectivement, il ait une voie de sortie en plus. Donc vous comprendrez bien que pour ce faire, il faut que la pression dans les artères pulmonaires soit supérieure à la pression de l'aorte. Il faut vraiment que le sang aille de l'artère pulmonaire vers l'aorte. Les patients qui ont eu un POTS chirurgical, vous pouvez très bien les reconnaître parce qu'en fait, quand ils utilisent leur POTS, c'est-à-dire on espère tout le temps, ils ont une saturation rose en haut et comme on a fait cette anastomose au milieu, le sang est éjecté dans l'aorte descendante, donc c'est du sang qui est mélangé, donc vous avez du sang bleu et ces patients sont bleus en bas. D'accord? Donc, il faut effectivement, pour faire cette opération, que l'HTAP soit suprasystémique. Et chose très importante, c'est une opération à très haut risque. Donc, il faut que les patients soient en classe fonctionnelle 3 à 4. Alors, comme c'est une opération à très haut risque, on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de le faire par cathétérisme cardiaque? À l'heure actuelle, on fait beaucoup de choses par cathétérisme cardiaque. On arrive à ouvrir des trous, à fermer des trous. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire un POTS? Et puis, les premiers papiers sur l'expérience animale sont sortis il y a un peu moins de 10 ans. Je vous invite à les lire donc en disant que c'était potentiellement réalisable. Et nous, dans notre centre, le professeur Boudjelmine a commencé à travailler dessus il y a déjà une dizaine d'années. Et tout récemment, il y a 2 papiers qui sont sortis, un de Boston et un en Allemagne, avec en tout 5 cas, 4 cas pour Boston et 1 cas pour l'Allemagne, où ils relatent leur expérience du POTS percutané. Alors, donc, pourquoi POTS percutané? Je vous l'ai dit, hein, mortalité, morbidité de la chirurgie cardiaque très importante. Il fallait vraiment qu'on trouve de nouvelles recherches. La différence par rapport à la chirurgie, c'est qu'on ne touche pas les poumons, qui sont quand même des poumons qui sont très, très fragilisés. Donc, si on peut, sur des patients qui sont vraiment instables, éviter de manipuler plus que nécessaire, c'est quand même très avantageux. Et puis surtout, le POTS en percutané se fait avec un stent couvert, mais qu'on va pouvoir redilater au fur et à mesure. C'est-à-dire, en chirurgie, l'anastomose, elle est faite et puis on referme, c'est tout. Alors que là, sur le POTS percutané, on peut redilater si nécessaire le POTS si on n'arrive pas à égalité de pression entre la l'AP et l'aorte. L'expérience de Necker, hein, donc on a commencé en janvier de cette année. On a eu 7 patients qui avaient une HTAP idiopathique. Hein, alors, chose assez exceptionnelle. Hein. Sur ces 7 patients, il y en avait 4 qui avaient une HTAP héritable. Donc, c'est encore plus rare que HTAP idiopathique. Mais ça veut bien dire que quand on a une HTAP héritable, on est plus sensible et on progresse beaucoup plus dans la maladie que les autres. Il y avait un patient qui, de toute manière, a été inclus parce qu'il était, en plus de son HTAP, le pauvre avait eu un sarcome, donc il était récusé pour la greffe pulmonaire. Et nous avons eu un patient qui avait été opéré d'une transposition des gros vaisseaux. C'est une des complications du switch artériel, la transpo des gros vaisseaux, c'est moins de 3% des patients, mais il faut savoir que ça existe. Alors, quelle a été notre difficulté en tant que paramédicaux? Travaillant en salle de cathé depuis de nombreuses années, on est habitué à avoir un enfant qui rentre, il a son cathé, et puis il ressort le lendemain, et puis tout va bien. Voilà, le médecin et l'équipe médicale a pris la décision.
On fait la procédure, l'enfant s'en va. S'il est sous anesthésie générale, eh ben, il passe à un moment donné en salle de réveil et voilà, il ressort le lendemain, voire le surlendemain. Et puis là, on a été confronté en fait à la préparation de la famille. C'est-à-dire préparation de la famille, c'est qu'il y a eu un vrai entretien avec le médecin et la famille, et ça n'a pas été une décision habituelle, je dirais, de l'équipe médicale face à la famille. Il faut fermer le trou, il faut faire un trou. C'est vraiment, voilà, on vous propose de faire cette procédure. Il y a un très haut risque opératoire, donc il faut le savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour avoir assisté à tous les entretiens, je peux vous dire que les parents que je connais quand même assez bien m'ont tous dit, en fait, vous êtes en train de nous demander si c'est aujourd'hui qu'on nous dit on continue de faire vivre nos enfants ou pas. Et ça, c'est quelque chose quand même de très intense. Et puis, il y a l'entretien avec l'anesthésiste. Parce qu'il faut savoir quand même que l'anesthésie sur des patients qui ont d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est très dangereux. Et c'est pas n'importe quel anesthésiste qui peut endormir ces patients. Et après, ben voilà, on s'est retrouvés, nous, équipe de caté, à dire ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, l'enfant va aller en salle de réveil. Mais du coup, les parents qui sont là, qui sont déjà assez sensibilisés quand même par les difficultés de la procédure, ben, il a fallu leur trouver des structures d'accueil pour un temps indéterminé parce que ben, quand on s'est lancé dans l'aventure, on ne savait pas combien de temps ça allait faire, d'où l'aide ponctuelle effectivement de l'assistante sociale et bien sûr de la psychologue. Alors, au niveau des besoins humains, quand la décision a été prise, c'est jamais une décision dans l'urgence, mais c'est une décision qui peut y avoir lieu dans les 2-3 jours quand même. Donc, il faut se poser. Il y a évidemment l'équipe de caté avec au moins 2 cathétériseurs, les 2 infirmières de salle de caté, la manipulatrice de radiologie pour prendre les mesures, le technicien de laboratoire pour faire les dosages de saturation et PO2 pendant la procédure, avant le début de la procédure, puisqu'on fait un vrai caté de patients HTAP. Il faut un échographiste qui est toujours là présent pour être sûr que la perforation a lieu au bon endroit. Il faut une équipe d'anesthésie, donc on a toujours eu 2 anesthésistes et 2 IAD. Et puis surtout, et c'est très important, comme c'est une vraie collaboration avec l'équipe de chirurgie, il faut l'équipe de bloc qui est là, qui est de façon complète. Donc on ne peut pas prendre la décision de faire un cathé post-percutané sans que l'équipe soit prête, soit en stand-by, sauf si pour un de nos patients, l'ECMO avait été décidé en avant. Mais ça veut dire qu'il faut le chirurgien, il faut l'IBOD, il faut le perfusionniste, il faut la ponceuse. Alors les patients, juste avant, ils ont quand même un scanner pour qu'on vérifie avant de les mettre sur une table de cathé et qu'on les endorme que la procédure est possible. Donc c'est le même principe que le post-chirurgical. C'est une anastomose, enfin un stent couvert entre l'aorte descendante que vous avez là et l'artère pulmonaire gauche. Et vous voyez, en fait, on se dit ça peut être possible parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est vraiment côte à côte. Alors, le début du cathé, le médecin, il va faire dans plusieurs incidences des angiographies pour être sûr que l'aorte et l'artère pulmonaire sont vraiment côte à côte. Par la suite, donc vous avez la sonde dans l'aorte, excusez-moi, et puis vous avez l'autre sonde avec un lasso dans l'artère pulmonaire gauche. Donc, dans l'artère pulmonaire gauche, il va monter un lasso qui lui servira à récupérer le guide de radiofréquence. Voilà, le médecin est bien positionné, vous voyez sa sonde qui a un angle, et c'est pas par hasard qu'elle a cet angle-là, qui permet au médecin de bien se positionner contre la paroi. Quand il considère qu'il est au bon endroit, il utilise de la radiofréquence, et là vous voyez la perforation de la paroi aortique et de la paroi pulmonaire. Le guide est par la suite récupéré par le lasso. Voilà. Et après, il va y avoir un circuit veineux artériel
pour pouvoir monter le stent, voilà, pour pouvoir monter le stent et le dilater. Donc votre stent est là. Voilà. On refait une angio pour être sûr qu'il n'y a pas d'effraction. Parce que là, il faut vite se dépêcher et vite boucher le trou s'il y a une effraction. Et puis, ben, le médecin gonfle son ballon en vérifiant l'égalité de pression de part et d'autre dans l'artère pulmonaire. Voilà. Et là, vous avez l'angio avec le stent qui est ouvert, angio dans la paix, le sang s'en va à ce moment-là dans l'aorte. Alors, et après, on a pu voir que l'extubation était très rapide, hein, puisque nous avons quand même eu un patient qui a été extubé 1 heure après la procédure. Nous avons une durée d'hospitalisation qui est quand même assez courte, moins d'1 semaine. Tous nos patients ont pu être sevrés de prostaglandine. Donc, juste, il faut savoir, il y a 3 procédures qui n'ont pas fonctionné et on a perdu, non pas du cathétérisme cardiaque, les patients, puisque 2 enfants ont fait, notamment une à l'induction, a fait un arrêt très prolongé. La deuxième a été en bas débit pendant tout le cathé. Donc ces 2 patientes-là sont décédées d'œdème cérébral massif. Et le 3e patient, celui qu'on avait mis sous ECMO d'entrée, sachant que ça allait être très difficile, a pu être sevré d'ECMO artério-veineuse. Il a fallu remettre une ECMO veineuse et il est décédé à J45 d'infection pulmonaire. Donc, les 5 autres, en fait, ont tous pu être sevrés de prostaglandine. On n'a pas eu de problème de stent. Ils ont tous été perméables. Ils ressortent de la procédure en traitement Plavix et aspirine. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de complications tardives. Mais il faut savoir quand même que la procédure a un recul de 11 mois maintenant contre une quinzaine d'années pour le premier poste chirurgical. Alors en conclusion, on sait que voilà, c'est une procédure qui est quand même réalisable par voie percutanée, qui est maintenant complètement standardisée. Hein. Il n'y a pas eu de soucis, mis à part le premier cathé où il y a eu, on a vu à la première angio, la distance se créer entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui était due à un hématome. Mais c'est pour ça que le médecin a choisi de bien courber aussi maintenant sa sonde pour être bien en appui. Il n'y a pas eu de procédure peu de procédures de complications de procédure, donc mis à part cet hématome dont je viens de vous parler. Le problème à l'heure actuelle, c'est les patients graves. Tous les patients que nous avons eus étaient des patients graves, notamment les 3 que nous avons perdus, qui étaient des patients très graves et que j'aurais mis honnêtement en classe fonctionnelle 4, voire 4++, pour le jeune homme que nous avons perdu. Donc, on sait que cette procédure est possible. Maintenant, il faut en fait envisager plus loin les choses et se dire qu'il est important de bien choisir les patients et surtout, il est important d'avoir une vraie collaboration avec les chirurgiens, savoir si on met l'ECMO en amont ou pas. Voilà. Et puis pour finir, je voudrais juste remercier quand même toute l'équipe de l'unité avec qui je travaille, que ce soit les infirmières en hospitalisation, au bloc ou en réanimation, parce que sur cette procédure, je peux vous dire que c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est important, elles sont présentes en amont, elles sont présentes après. C'est très très important, et puis surtout pendant. Et je voudrais remercier 4 personnes en particulier, Younes, Guiti, Marine et Nadine. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, technique novatrice que nous découvrons nous ici à Bordeaux. Donc merci beaucoup. Y a-t-il peut-être des questions dans l'assistance ? Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir le temps, combien de temps ça durait une procédure de POTS et comment vous les équipez ?
Alors, première question, combien de temps ça dure? Et deuxième question, pardon. Comment ils sont techniqués en salle de cathé? Ils sont intubés, ventilés, bien sûr, mais est-ce qu'ils ont des NIRS, un cathé artériel? Comment vous les surveillez? Excusez-moi, mais j'entends pas beaucoup, c'est pour ça. Et combien de temps dure une procédure? Alors, la procédure, hein, en règle générale, le temps de procédure, hein, il n'est pas très long, il faut compter moins d'1 heure. Voilà. Au niveau de la procédure, hein, comment ils sont techniqués, intubés, ventilés, cathéters centraux, quand même comme un bloc, parce que si on est obligé de partir en ECMO, vaut mieux qu'ils soient préparés comme un bloc. Quand Isabelle parle d'1 heure pour la procédure, c'est juste pour le geste et le positionnement du stent, c'est pas la durée totale de l'intervention. Hein. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question concernant la durée de l'hospitalisation en post-opératoire. Ouais. Quand vous nous parlez de prise en charge pluridisciplinaire avec la famille, les médecins, vous parlez d'un accueil des parents et quand les enfants vont éventuellement en réanimation. Alors, je voulais savoir, parce qu'après, vous nous disiez, effectivement, on peut extuber rapidement à H+1, ils partent en salle de réveil. Comment ça se passe? Il y a des enfants qui passent en réa, d'autres... Oui. Alors, tous les enfants, en fait, ils sont du coup hospitalisés la veille de la procédure, sauf les 2 qui arrivaient de réa. Donc, mais sinon, ils sont hospitalisés la veille. On fait la procédure, ils partent tout de suite en salle de réveil. Celui qui a été extubé à H1, dès le lendemain, je crois que c'est même dans la nuit, il a été transféré en hospitalisation. Après, ça dépend du réveil de l'enfant. Si la procédure se finit vers 17h, c'est vrai que les médecins ont tendance à temporiser et à l'extuber que le lendemain. Voilà. Et puis, si le réveil est normal, il va en hospitalisation. Où là, on les garde quand même 1 semaine à 10 jours, hein, déjà pour qu'ils récupèrent. Et puis, on vérifie comment ça va, on refait les tests de marche, on refait les échographies de procédure. Juste une précision, en fait, à Necker, la salle de réveil fait partie de la réanimation, en fait, cardiaque. Il y a 2 lits qui sont dédiés à la salle de réveil post-cathétérisme cardiaque. Et souvent, je pense que d'ailleurs, il y a un lit de réanimation qui est réservé quand il y a une procédure de POTS. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question. Parmi votre série, il y en a eu combien qui ont été mis sous ECMO et combien ont pu être sevrés de l'ECMO à la fin? Aucun. Et 3 ont été mis sous ECMO. Les 3, mais les 3 sont décédés. Les 3, c'était les plus graves. Voilà. Et tout simplement, celui qu'on a décédé, justement, l'expérience des 2 premières qu'on a perdues, ont permis de dire que celui qui était très grave, il faut le mettre sous ECMO tout de suite pour pas perdre de temps et faire la procédure. Et la procédure s'est très très bien passée. Mais malheureusement, les 2 premières sont décédées dans la suite. Mais voilà, les 3 ECMO. Mais je pense que c'est parce que le timing était trop. Sauf Marilyn, si t'es pas d'accord, mais je vous présente le docteur Lévy, qui est le médecin HCAP de notre service. Mais je pense que voilà, ils étaient dans un état gravissime qui faisait que c'était trop tard. Les ventricules ventricule droit était, c'était arrêté. Donc, le problème, c'est qu'on est tous frileux parce que c'est une procédure dangereuse. Et donc, quand l'enfant va bien, on se dit, on va pas lui imposer ça. Et après, quand il va pas bien, c'est que c'est trop tard et donc on a laissé passer le coche. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile et qu'il faut probablement anticiper et savoir faire le POTS. À partir du moment où maintenant on commence à avoir une expérience. Et je pense que plus on se dira que cette technique est facile à faire sans trop d'accidents, et plus on proposera au bon moment l'intervention. C'est vrai que les dernières expériences, quand c'est fait à un moment où le ventricule va bien, ça se passe très bien et avec un suivi maintenant très satisfaisant. Et le développement c'est ça? Alors, les Vosclorans, c'est vraiment quand ils vont mal, c'est pas, ça fait pas partie de notre arsenal thérapeutique, il n'y a pas de recommandation dans la HCAP, c'est vraiment quand le cœur est en souffrance, mais dans les cas, quand le cœur est en souffrance, c'est qu'on a attendu trop, et à ce moment-là, on va aller au-devant de toutes les complications de la procédure. Donc, il faut absolument tout faire pour faire avant qu'on ait besoin de toutes ces choses. Merci beaucoup.
pour cette présentation. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Karine Campistron et Élodie Prévost.